C'est un animal hybride, maléfique et assoiffé de sang. Il tient à la fois du reptile, du kangourou et de la chauve-souris, avec des yeux luisants et de terribles crocs. Cet animal existe. D'abord signalé sur l'île de Porto Rico, les ravages provoqués par la bête semblent désormais s'étendre à l'Amérique latine, aux États-Unis et au Canada. On a retrouvé des vaches sur lesquelles on avait prélevé avec une précision quasi chirurgicale les yeux, les lèvres ou les organes sexuels. S'agit-il d'une invasion extraterrestre, d'une expérience génétique secrète qui aurait mal tourné ou simplement d'une fable née des ténèbres de notre inconscient collectif? Je suis sûr à 95% que c'était des extraterrestres. Avec aussi bien des sceptiques que des convaincus, nous allons analyser les données à notre disposition. Marques de mutilation, empreintes bizarres et récits de témoins. Il n'y a pas assez de preuves ni d'études. Cet animal n'existe pas. Tentons de lever le voile sur le mystérieux Chupacabra. Sur l'île de Porto Rico, les contes évoquant une créature proche du vampire existent depuis longtemps. Mais en 1994, la légende est soudain devenue une réalité. C'est alors qu'a commencé le cauchemar du Chupacabra, le suceur de chèvres. La créature doit son nom à ses premières victimes, des chèvres qu'on a retrouvées mortes mais non dévorées. Elles avaient 2 petits trous au niveau du cou et semblaient avoir été vidées de leur sang. Il n'y avait aucune trace de lutte. Ici, presque tout le monde a un avis sur la question et les descriptions vont du fantastique au ridicule. Oui, oui. Il saute et marche sur 2 jambes. Il chasse surtout la nuit. Et puis, il a des gros yeux rouges. Le Chupacabra est très doué en relations publiques. On le voit sur les porte-clés, des t-shirts. C'est un peu comme l'enfant chauve-souris dont parlent certains tabloïds. Le Chupacabra est un nouveau venu dans le domaine de la cryptozoologie, l'étude des animaux dont l'existence n'a pas encore été prouvée. Pourtant, le suceur de chèvres est en passe de rattraper son retard sur des vedettes établies comme le Bigfoot canadien, le Yeti ou le monstre du Loch Ness. De fait, le Chupacabra se distingue par son aura funeste. Il est toujours associé à la mort. Nous commençons notre enquête à Porto Rico, à la pointe sud du triangle des Bermudes. Une zone où l'on prétend que des avions et des bateaux disparaissent sans laisser de traces et où on signale des soucoupes volantes avec une régularité étonnante. C'est paradoxalement à l'ombre du plus grand radiotélescope au monde, bastion de la science moderne, qu'une véritable petite industrie du paranormal prospère. Pour le Chupacabra, tout a commencé ici, dans la petite ville de Canovanas. Au départ, quelques fermiers déplorent des morts étranges parmi leurs bêtes, ce qui n'a rien d'exceptionnel. Mais très vite, ces pertes tournent au massacre systématique. La plus grande partie des attaques a eu lieu ici, dans ce quartier. Ismael Aguayo dirige le service des urgences et il a vu les terribles marques laissées par la mystérieuse créature. Les gens avaient tellement peur qu'ils ne voulaient plus sortir. Les attaques touchent d'abord quelques chèvres et moutons. Les bêtes sont retrouvées mortes, mais leur viande est intacte. On peut observer des petits trous au niveau du cou et les corps semblent avoir été complètement vidés de leur sang. En l'espace de 5 mois, plus de 150 bêtes sont ainsi tuées dans un rayon de 50 km. Le bureau du maire reçoit tellement d'appels que l'équipe d'Ismael Aguayo instaure un code radio spécial pour signaler des animaux morts, le 10-600. Qui est responsable des attaques à Porto Rico? Certains évoquent les hordes de chiens sauvages qui rôdent sur l'île, d'autres des macaques rhésus échappés d'un laboratoire dans les années 80.
La presse locale monte le phénomène en épingle et attire l'attention de la communauté internationale lorsqu'elle donne au tueur inconnu un nom qui frappe les esprits, le Chupacabra. Au plus fort des attaques, 200 personnes patrouillent chaque soir dans la forêt pluviale, tentant désespérément de protéger leurs bêtes et leurs villages. C'était l'hystérie complète. Tout le monde cherchait le Chupacabra partout. Vétérinaire du ministère de l'Agriculture, David Morales se trouve rapidement au centre de la polémique. Ses conclusions très controversées divisent en effet les éleveurs. D'un côté ceux qui y croient, de l'autre ceux qui doutent. Le matin, les gens retrouvaient leurs chèvres mortes, disposées selon des motifs étranges, parfois comme une rose, et personne ne pouvait l'expliquer. Tous les animaux morts trouvés dans la région sont considérés comme des victimes possibles du Chupacabra, et il revient à David Morales de les examiner. Chaque jour, on m'amenait 10 ou 20 animaux, et je devais pratiquer une autopsie pour déterminer la cause de la mort. Puis, certains disent avoir vu le monstre. Les témoins décrivent une horrible créature avec de grands yeux, entre chien et gargouille, qui émet un sifflement étrange. Elle aurait des ailes et des piquants dans le dos. José Miguel Agosto est dans son atelier lorsqu'il voit pour la première fois ce qu'il croit être le Chupacabra. La bête a un corps vert, des yeux rouges et elle se comporte comme aucun autre animal. Le Chupacabra laisserait aussi derrière lui une odeur pestilentielle de soufre. La créature s'est envolée. Elle est restée suspendue en l'air. Et puis elle a disparu. Très vite, les témoignages se multiplient. Psychologue et enseignante, Norcal Bandos pense qu'il s'agit d'un canular. Jusqu'à ce qu'elle découvre plusieurs animaux morts dans son jardin à la périphérie de la ville de Canovanas. Il a mangé mes 5 chats et mes 15 poulets. Et ce qui m'a vraiment stupéfié, c'est qu'il n'y avait pas une goutte de sang. Mais ce n'est là qu'un début. Car Norcal Bandos va elle aussi se trouver face à face avec le suceur de chèvres. Un soir, alors qu'elle circule sur une route de montagne le long de la forêt d'El Yunque, elle voit quelque chose qui lui bloque le chemin. L'enseignante pense d'abord à une chouette. J'ai vu cette grosse chose juste devant ma voiture qui me regardait avec ses yeux magnifiques, énormes et très étranges. Et j'ai pensé, waouh, c'est la plus grosse chouette que j'ai jamais vue de ma vie. Norcal Bandos sait se défendre. Elle saisit son revolver, mais elle sent que la créature tente de communiquer. Réponds-moi, qui es-tu? D'où viens-tu? Il avait la peau un peu comme une chauve-souris. Il a ouvert ses ailes et il s'est envolé. Extrêmement vite. Et j'ai pensé, waouh, c'était vraiment le Chupacabra. De 1994 à 1996, 2000 bêtes sont tuées et des centaines de témoins disent avoir vu l'étrange créature. Pour les autorités, ces morts sont le fait de prédateurs connus. Cependant, certains ne se satisfont pas de cette explication et commencent à mener leur propre enquête. Le groupe de recherche de Porto Rico a ainsi étudié des centaines de cas et selon ses membres, il y a bien quelque chose d'anormal dans le phénomène du Chupacabra.
Certains pensent qu'il vient d'une autre planète ou que c'est un animal domestique extraterrestre qui se serait échappé. Pour d'autres, la créature serait le résultat d'une expérience génétique secrète pratiquée par le gouvernement en collaboration avec des extraterrestres. Nous pensons que le mutant qu'ils ont créé s'est reproduit et qu'ils ne le maîtrisent plus. D'autre part, nous avons établi que très souvent, des apparitions d'OVNI sont signalées juste avant les attaques dans une zone donnée. Le professeur Daniel Altschuler est un ancien directeur de recherche de l'Observatoire d'Arecibo à Porto Rico. Il n'est guère surpris par ces théories. L'homme a toujours aimé les histoires de monstres. Mais pour le scientifique, il manque un élément crucial. Il n'y a pas de preuves comme pour beaucoup d'autres mythes. Ce qu'on entend au sujet du Chupacabra, ce sont surtout des anecdotes. On répond à une énigme par une autre énigme, puisqu'on ne sait pas ce que c'est que le Chupacabra. En fait, il y a ce mystère. Qu'est-ce qui tue ces animaux? On ne sait pas. On dit que c'est le Chupacabra. Et c'est quoi? On ne sait pas. Donc, on revient à la case départ. L'homme qui a passé le plus de temps à examiner les victimes du Chupacabra est également de cet avis. Après avoir autopsié plus de 300 animaux, David Morales a pu constater que les rumeurs et les allégations de la presse étaient fausses. Les bêtes n'étaient pas vidées de leur sang et toutes s'étaient violemment débattues contre leur agresseur. On voyait qu'elles avaient été attaquées par un animal fort qui les avait mordues et étouffées. Elles avaient des côtes cassées et parfois des fractures. Le tueur serait donc un banal prédateur? Au moment où la polémique paraît s'essouffler à Porto Rico, elle dépasse les frontières de l'île. La créature apparaît successivement en Floride, au Chili et au Nicaragua. Et pour ceux qui sont convaincus de son existence, cette fois, il y a des preuves, des empreintes et même une carcasse de Chupacabra. Quelles seront les conclusions des experts? Bien qu'on ne parle du Chupacabra à l'échelle mondiale que depuis une dizaine d'années, ces prédateurs suceurs de sang présentent des similitudes frappantes avec un mythe ancien d'Europe de l'Est, le vampire. On peut établir un parallèle entre ce qui s'est passé à Porto Rico en 1995 et les histoires de vampires qui circulaient au XVIIIe siècle en Europe. Ces histoires sont apparues parce que les gens cherchaient des explications aux malheurs qui pouvaient leur arriver. Ces malheurs étaient probablement des maladies mal comprises, comme la tuberculose. Dans les jours précédant leur mort, les malades étaient très pâles, comme s'ils s'étaient vidés de leur sang. Que s'est-il passé à Porto Rico qui ait pu inspirer de telles peurs? Parmi une population pratiquant une agriculture de subsistance, des pertes de bétail inexpliquées ont-elles suffi à donner naissance à des histoires de créatures vampiriques? Les sceptiques font valoir que le Chupacabra semble toujours apparaître dans les régions hispanophones des Amériques, ce qui suggère un phénomène culturel plutôt que paranormal. Mais en 1996, les convaincus voient leurs vœux exaucés. Des preuves apparaissent. Après Porto Rico, le Chupacabra est signalé aux États-Unis. Virgilio Sanchez Osejo habite Miami. Cet ancien avocat s'est spécialisé dans les enquêtes paranormales. C'est ici que le Chupacabra a attaqué pour la première fois. Ce jardin était rempli d'animaux morts. Des coqs, des poules. En mars 1996, des dizaines d'animaux sont retrouvés morts et les voisins demandent à Virgilio Sanchez de mener une enquête. Il ne croit pas à l'explication officielle, celle d'un carnage causé par un chien errant. C'était comme si il y avait eu une grosse bagarre, une guerre qui aurait tué tous les animaux. Quel que soit le tueur, il devait être assez grand pour passer au-dessus de cette clôture qui fait 1,80 m, ou assez fort pour l'escalader, ou assez petit pour passer par ce trou. Quelle explication peut-on donner? C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire.
On voit que chaque poulet a un trou au niveau du cou. Et selon la légende, c'est la marque du chupacabra, une bête parfois décrite comme une sorte de griffon extraterrestre. Il est monté là et il a arraché le toit. Après avoir enquêté sur place et écouté les témoignages, Virgilio Sanchez est convaincu d'avoir affaire à un animal encore inconnu de la science. Et cette fois, le chupacabra a laissé des empreintes d'une taille impressionnante. Virgilio Sanchez fait donc des moulages en plâtre de ce qu'il considère comme la meilleure preuve découverte jusque-là de l'existence de la bête. Nous rassemblons le maximum de données pour essayer de lever le mystère sur cet animal. Selon moi, il semble que le chupacabra ne vienne pas seul, mais en famille. Il y en a de différentes tailles, du bébé à l'adulte. Pour Virgilio Sanchez, ces moulages confirment les témoignages selon lesquels le prédateur serait bipède. Ceci est une empreinte faite par un animal qui se tient debout, qui marche sur deux jambes. Ils allaient dans cette direction. Mais il lui faut davantage de preuves. 4 ans plus tard, Virgilio Sanchez est informé de nouvelles apparitions de la bête au Chili. Il prend immédiatement l'avion pour enquêter. Il illumine le ciel nocturne d'une ville minière. Le lendemain, des dizaines de moutons sont retrouvés morts et les habitants disent avoir vu d'étranges créatures voler dans les arbres et sauter de 3 toits. Les témoins font des croquis de la bête et la police chilienne installe des pièges dans l'espoir de capturer l'animal qui terrorise la région. Les journalistes, eux, s'en donnent à cœur joie, imaginant sur les traces du célèbre chupacabra. Je suis avec une équipe spéciale. J'ai des lunettes infrarouges et je suis armé. Parce que je ne sais pas ce que nous cherchons. Un peu partout, on retrouve des empreintes. Virgilio Sanchez est persuadé que c'est le chupacabra qui les a laissées. Il fait donc d'autres moulages pour les comparer à ceux de Miami. Voici un moulage réalisé à Miami en 1996. C'est la patte du chupacabra. Et en voici un autre fait en l'an 2000 au Chili. Et si on compare les deux, on voit qu'ils sont identiques. Cet animal existe vraiment. Nous demanderons à un expert en empreintes d'animaux d'examiner ces moulages. Virgilio Sanchez, pour sa part, est dès le départ conscient que ces traces ne suffisent pas. Bien sûr, l'objectif, c'est de capturer un chupacabra, ou d'en tuer un. Sur ce point-là, au moins, sceptiques et convaincus sont d'accord. Il nous faut un corps, un spécimen vivant, des écailles, des dents, des os, tout ce qui nous fait défaut jusqu'à maintenant. En 2000, ce vœu semble exaucé lorsque le chupacabra est signalé pour la première fois au Nicaragua. Car la créature va ici s'attaquer à un adversaire trop fort pour elle. Dans le village de Malpasio, à 70 km de la capitale Managua, la scène est désormais familière. Du bétail mutilé et un prédateur non identifié. Jorge Luis Talavera et ses voisins perdent plus de 100 bêtes en un mois. Les moutons étaient dans l'enclos quand les chupacabras les ont attaqués. Ils les ont traînés dehors. J'en ai trouvé 5 ici, morts. Et plus tard, 3 autres par là-bas. Il y avait des carcasses partout dans l'enclos. Dans la région, des rumeurs circulent au sujet d'une bête étrange. Un animal de petite taille qui se déplace si vite qu'on croirait le voir voler. La créature aurait des ailes comme une chauve-souris et la gueule d'une gargouille. Talavera a l'occasion de se faire lui-même une idée lorsqu'il en surprend 4 en train de nager dans sa citerne. Il était 10 h du soir. Ils étaient 4, 1 mètre de haut environ. Et quand on est sorti pour mieux les voir, ils se sont enfuis. Pour le fermier, trop c'est trop. Il rentre ses bêtes et laisse un mouton dans la cour pour servir d'appât.
Puis, il attend la visite des chupacabras. Plusieurs heures durant, Talavera monte la garde. Puis, vers minuit, il entend un bruit dans la cour. Lorsque la créature avance vers lui, Talavera fait feu. J'ai tiré une première fois. Il s'est tordu de douleur et je lui ai tiré dessus encore une fois. Je l'ai suivi sur 50 mètres environ et j'ai tiré 7 fois. Mais il a quand même réussi à s'échapper. Il poussait des cris stridents. Quelques jours plus tard, le fermier remarque des vautours qui tournoient au-dessus d'un de ses champs. Il s'approche et découvre un étrange animal mort. Il avait 2 grands crocs sur les côtés de la gueule, en haut et en bas. Ses oreilles étaient comme celles d'une chauve-souris, son tronc était petit et il avait de grands yeux. Mais le corps avait été en grande partie dévoré par les oiseaux. Talavera est certain que c'est là la créature sur laquelle il a tiré. Il apporte la carcasse à l'université du Nicaragua dans la ville de Léon. Là, des scientifiques pratiquent la toute première autopsie d'un prétendu chupacabra. Nous avons immédiatement formé une équipe d'experts pour faire l'examen, et ce, pour une raison simple. C'est parce qu'il nous paraît essentiel que l'université réponde à toutes les peurs et doutes qui peuvent saisir la société. Nous verrons plus tard ce que cette autopsie a révélé. Mais d'abord, penchons-nous sur une ramification intéressante du phénomène. Les histoires de chupacabra en Amérique du Sud peuvent en effet être rapprochées d'un mystère vieux de plusieurs décennies en Amérique du Nord. Tout a commencé dans les années 70 lorsque plusieurs animaux ont été tués de façon étrange. Sur un cheval, la peau de la tête a été entièrement retirée et repoussée vers l'arrière du crâne. Et sur des vaches, les oreilles et les pieds ont été découpés avec une précision quasi chirurgicale. Remarquant l'absence de sang, des témoins affirment que seul un laser a pu faire de tels dégâts. Des années durant, des corps d'animaux retrouvés écorchés et mutilés de façon horrible ont ainsi fait craindre des rituels sataniques. Certains affirmaient que le gouvernement pratiquait des expériences secrètes. D'autres que c'était l'œuvre d'extraterrestres recueillant des échantillons pour d'inavouables manipulations. Dans les années 70, l'Arkansas comptait parmi les nombreux États où de telles mutilations étaient signalées. Et selon Ricky Lemus, éleveur, le phénomène continue encore de nos jours. Ricky Lemus élève des taureaux de rodéo et ses chiens jouent un rôle important au sein de son équipe. En 2002, le fermier passe l'été à dresser Dudley, son nouveau chien de troupeau. Fils de Jonah, une chienne intelligente et énergique, le jeune chiot se révèle aussi intrépide et rapide que sa mère et les 3 filles de Ricky Lemus l'adorent. C'était un bon chien, très mignon. C'était mon préféré, il adorait jouer. Et c'est moi qu'il préférait. Je le dressais pour en faire un de mes principaux chiens, parce qu'il était vraiment bon. Un soir, tard dans la nuit, après une dure journée de travail, Ricky Lemus entend ses chiens aboyer dans la cour. Je n'ai rien vu de spécial. Donc je me suis dit que ça devait être des coyotes, des lapins ou quelque chose comme ça. Alors je suis rentré dans la maison et après le calme est revenu. Le lendemain matin, Ricky Lemus remarque des vautours au-dessus de ses champs. J'ai pensé que ça pouvait être un de mes veaux, donc j'ai été voir.
L'éleveur est profondément attristé par ce qu'il découvre. Son chien Dudley est mort. Il a été atrocement mutilé. Il manque un tronçon de sa colonne vertébrale allant du cou jusqu'à ses flancs, ainsi que d'autres organes. Tout le reste était intact, à part les organes manquants. Les incisions étaient très propres. Et le fait que la colonne vertébrale ait été découpée d'un point à un autre sans qu'il y ait d'autres lésions, pour moi c'était ça le plus incroyable. Dudley était vraiment à part, c'était un bon chien. Personne n'aime perdre son chien, c'est le meilleur ami de l'homme. On n'a pas envie de le retrouver découpé en morceaux dans un champ. En quête de réponse, l'éleveur contacte son ami Jim Kunkel, qui dirige une clinique vétérinaire à Atlanta, au Texas, à quelques kilomètres seulement du ranch des Lummus. Le vétérinaire est lui aussi frappé par l'état du corps de l'animal. On aurait dit que des incisions chirurgicales avaient été pratiquées sur le chien. Il y avait une ligne là, et la colonne vertébrale entière avait été prélevée, des épaules aux hanches. La langue avait été coupée, il n'y avait pas d'autres dégâts au niveau des dents ou de la mâchoire. Pour moi, ça ne pouvait pas être un accident, un train ou une voiture qui aurait percuté le chien. C'est comme si quelque chose était descendu du ciel pour prendre ses organes et une partie du corps, avant de disparaître à nouveau. Les observations du vétérinaire et les recherches menées par Ricky Lummus mettent les deux hommes sur la piste du chupacabra. L'éleveur se rappelle soudain un incident qui avait exposé sa fille Mallory à bien des moqueries. Elle n'avait alors que 5 ans lorsqu'elle avait vu quelque chose d'étrange. J'ai vu une sorte de truc jaune un peu flou. On aurait dit une petite personne, un tout petit homme. Ça l'a beaucoup perturbée. On sentait qu'elle avait vraiment vu quelque chose. En rapprochant ce qu'il a vu et les descriptions faites dans d'autres pays, Ricky Lummus pense que le chupacabra est peut-être responsable de la mort de son chien. Il y a des dizaines et des dizaines d'attaques de chupacabra. Donc il faut les prendre en compte. Il y en a trop, ça fait trop de possibilités. Soit c'est un phénomène paranormal et cryptozoologique, soit c'est un culte satanique qui pratique des mutilations. Bien que la théorie du culte satanique puisse fournir une explication, un problème demeure. Le FBI a étudié pendant des années les pistes sur de telles pratiques et n'a rien trouvé d'autre que des malentendus et une certaine hystérie collective. En 1980, un rapport sur les mutilations animales financé par le ministère américain de la Justice a établi qu'elles étaient toutes dues à des causes naturelles. Mais cela n'a pas calmé le jeu. Certains ont même été convaincus que le gouvernement cherchait à cacher la vérité et qu'il s'agissait d'une intervention extraterrestre. Saint-Paul, au Canada, compte parmi les premières villes au monde à s'être préparée à une visite d'extraterrestres. Cette plateforme d'atterrissage a été construite en 1967. La ville est fière de sa réputation de haut lieu de l'ufologie, mais certains fermiers des environs ne s'en réjouissent guère. Ken Gallas, cultivateur, a demandé à Fern Belzile, un spécialiste canadien des mutilations animales, d'enquêter sur une vache qu'il a retrouvée morte. C'était une journée comme aujourd'hui quand on l'a trouvée. C'est sûrement pas un prédateur, ça, je le garantis. Compte tenu de la façon dont cette vache était découpée, ça n'était pas un animal. Soit c'était un humain, soit c'était quelque chose d'inhumain. Fern Belzile a déjà rencontré ce type de situation. Il a enquêté sur les lieux de plus de 100 mutilations bovines. Dans de nombreux cas, l'herbe autour de la carcasse semble roussie, sans que l'on puisse l'expliquer. Et il y a d'autres similitudes. Généralement, il n'y a pas de sang, ou très peu. Les incisions semblent avoir été faites avec un laser.
Et les animaux meurent dans des positions très bizarres, instantanément, sans se débattre. Et je ne trouve jamais d'empreintes. Le fermier voisin, Russell Yaseko, reste quant à lui troublé par la découverte qu'il a faite un jour dans son champ. J'ai trouvé cette vache et je me suis dit que quelque chose avait dû se passer, qu'elle était peut-être morte de cause naturelle. Et puis j'ai fait le tour de la carcasse et j'ai vu que ses membres inférieurs avaient été sectionnés. C'était assez effrayant. Ça m'a troublé et j'ai été chercher ma femme pour m'assurer que ce n'était pas moi qui m'imaginais des choses. Et oui, elle avait été mutilée. Fern Belzile affirme que la terre est souvent radioactive sur les sites de mutilation et il utilise un détecteur de métaux pour chercher des indices. Selon lui, ces actes ne sont pas dus à des humains ni à des prédateurs, mais il se refuse à spéculer plus avant. Russell, lui, a sa petite idée. Je suis sûr à 95% que c'était des extraterrestres. Après ce que j'ai vu, je ne peux pas imaginer qu'un homme ferait ça. Ces mutilations pourraient-elles être le fait du Chupacabra? Tout ça est déterminé par le contexte culturel. Si un animal est tué dans telle région du monde, on dit que c'est des ovnis. Et si le même animal est tué autre part, on dit que c'est le Chupacabra. Il y a une vingtaine d'années, un jeune shérif confronté au phénomène des mutilations a décidé qu'il en avait assez des histoires d'ovnis et de cultes sataniques qui paniquaient la population. Déterminé à agir, il a conçu une expérience originale dont les résultats se sont révélés embarrassants pour les spécialistes du paranormal. Selon Herb Marshall, aujourd'hui en retraite, les mystérieuses mutilations animales ne sont pas si mystérieuses que cela. Dans le comté de Washington, ce shérif a été témoin de l'hystérie, se refusait à partir à la poursuite d'extraterrestres ou d'un monstre inconnu. Il a donc décidé d'appâter le responsable des mutilations, quel qu'il soit. Un bon enquêteur doit toujours poser les questions quoi, quand, où, pourquoi et comment. Quelque chose avait bien mis ces animaux dans cet état. Donc nous avons abordé cette enquête avec l'esprit ouvert. En 1979, dans l'Arkansas, des premiers cas de mutilation de bétail sont signalés. Plusieurs bêtes sont mortes. Leurs yeux, leurs organes sexuels et leurs langues ont souvent été partiellement écorchés. Tandis que la panique s'installe, des rumeurs inquiétantes circulent. Les responsables seraient des extraterrestres ou des satanistes. Rick O'Kelly est à l'époque l'adjoint de Herb Marshall. J'appelle ça le syndrome de la guerre des mondes. À partir du moment où la presse s'en mêle, la population ne veut plus entendre d'explications. Mais du point de vue de l'enquête, notre objectif était de déterminer s'il y avait eu violation de la loi, si quelqu'un tuait ce bétail et s'en prenait au bien d'autrui. Le vétérinaire local pense que les animaux sont morts d'une maladie appelée le charbon symptomatique, mais cela n'explique pas les mutilations. Perplexe, mais peu enclin à croire au paranormal, Marshall adopte alors une approche originale. Il décide d'observer ce qui se passe avec un animal déjà mort. Avec l'aide du vétérinaire et de ses adjoints, le shérif met son idée en pratique. Un fermier fournit la vache et elle est déposée au beau milieu d'un champ, afin de reproduire les conditions exactes des cas de bétail mutilé. Notre principal problème, c'est que les vétérinaires locaux s'occupaient d'animaux vivants. Nous ne connaissions personne qui soit spécialisé dans les animaux morts, surtout depuis un certain temps. L'équipe installe une toile derrière laquelle ils pourront surveiller ce qui se passe, sans se faire voir des prédateurs naturels qui pourraient venir se nourrir du cadavre. On sait par exemple que les vautours laissent souvent des incisions étranges sur les carcasses. Commence alors une surveillance policière des plus insolites.
Nous avons monté la garde par équipe de 2 en nous relayant toutes les 8 ou 10 heures, de façon à ce que l'animal soit surveillé 24 heures sur 24, de jour comme de nuit. Dès les premières heures, la carcasse gonfle de façon importante. Si on laisse un animal comme ça, surtout en été quand il fait plus de 35 degrés, en l'espace de 24 heures, il gonfle beaucoup. Au cours de la nuit, le phénomène s'intensifie. Au matin, la peau de la vache commence à se déchirer. Il n'y a aucun signe de vautour, mais des invités surprises font alors leur apparition par milliers. Des mouches à viande. Comme le corps de l'animal avait gonflé, les gaz ont expulsé une grande partie des organes à l'extérieur. Et les mouches ont nettoyé ça très vite. Les mouches pondent généralement leurs œufs dans des orifices tels que les yeux, les oreilles, les narines et les organes sexuels. Les crochets buccaux des larves décomposent la chair et leur salive dissout les tissus morts. En quelques heures, ces chirurgiens microscopiques pratiquent ainsi des incisions dignes d'un scalpel ou d'un laser. L'intervention des insectes résout par ailleurs un autre mystère. Ils nettoient le sang sur la carcasse avec une efficacité surprenante. En l'espace de quelques heures seulement, les mouches ont produit exactement ce qu'on voyait dans le cadre de nos enquêtes. Après 48 heures de surveillance, un cas typique de mutilation de bétail a ainsi été créé de façon naturelle. Dès lors, pour la police du comté de Washington, l'enquête est officiellement close. Pour Diane Bellick, vétérinaire dans l'Arkansas, les résultats obtenus par l'équipe du shérif en 1979 restent valables. Aujourd'hui, Diane doit soigner les sabots d'un taureau. Mais en 30 ans de carrière, elle a souvent vu des carcasses de bovins peu agréables à l'œil. Les bêtes meurent généralement de maladies ou d'empoisonnement. Puis des charognards et des mouches font les soi-disant mutilations. Quand les animaux meurent, surtout quand il fait chaud, c'est normal qu'ils gonflent et qu'il y ait du gaz sous la peau. Et puis ils sont attaqués par des prédateurs sauvages, des coyotes, des aigles ou des vautours. Et ce n'est pas du tout inhabituel de voir des plaies horribles et bizarres sur les carcasses. C'est un processus normal de prédation. Leurs yeux ont souvent été dévorés par des vautours. Les coyotes et les chiens s'attaquent habituellement à l'arrière-train et dévorent des parties sous la queue ou près de la vulve dans le cas d'une vache. Selon Diane Bellick, même les blessures les plus étranges comme celle du chien Dudley peuvent être le fait de prédateurs connus. Là où Ricky Lemos et son ami vétérinaire voyaient une colonne vertébrale prélevée de façon chirurgicale, elle voit des muscles et tissus déchirés par un coyote ou un renard. Et ce qui était pour eux des perforations suspectes est pour elle le résultat d'un acte normal de prédation. Je suppose que cette plaie a été faite par le bec d'un vautour qui tentait d'arracher de la chair. Des causes naturelles très banales. Des vautours, des mouches à viande et le gonflement dû à la chaleur semblent ainsi pouvoir donner l'illusion qu'une carcasse a été étrangement mutilée et vidée de son sang. Qu'en est-il alors des soi-disant preuves de l'existence du chupacabra? Les empreintes étranges retrouvées près d'animaux morts et le cadavre d'un animal présumé inconnu? Les premiers éléments concrets sont les moulages. Il faut la regarder comme ça. Voilà une patte de chupacabra. Ces moulages sont censés prouver que la créature marche sur deux pattes. Virgilio Sanchez, expert en paranormal, les a réalisés à partir de traces retrouvées sur les lieux d'attaque du chupacabra à Miami et au Chili. Nous avons apporté ces moulages à Esteban Sarmiento, biologiste au Musée d'histoire naturelle de New York.
Or, pour cet expert en empreintes d'animaux sauvages, ils sont trop beaux pour être vrais. Plusieurs choses me font penser que ce n'est pas l'authentique empreinte d'un animal qui se déplace. Il y a un problème d'épaisseur. C'est impossible qu'un animal pose sa patte et laisse une telle trace. On a l'impression que ça a été sculpté, ou que l'animal a été immobilisé, et qu'on a fait couler le plâtre sur sa patte avant de la retirer. Une véritable empreinte devrait aussi présenter des traces de griffes s'enfonçant dans le sol lorsque l'animal avance. La patte ne laisserait pas simplement une empreinte parfaitement préservée. Il aurait pu au moins sculpter des petites pattes de Chupacabra, les coller sous ses semelles et sauter un peu. Ça aurait fait des empreintes plus réalistes. De plus, le moulage ne montre que les coussinets et les griffes. On ne voit pas de traces de fourrure ou d'écailles. Même si c'était un reptile, on verrait des empreintes d'écailles. Mais là, la surface a la même texture sur les côtés que sur les coussinets. Enfin, un dernier indice révélateur semble indiquer que ces traces ont été faites par des humains. On dirait que quelqu'un a posé son doigt là. Et quand on regarde bien, on voit quelque chose qui ressemble à des crêtes dermo-épidermiques. Ça pourrait très bien être une empreinte digitale, comme si quelqu'un avait mis son doigt. En substance, Esteban Sarmiento ne voit donc là aucune preuve de l'existence d'un animal bipède inconnu qui terroriserait l'Amérique latine. Il s'agirait plutôt d'un canular. C'est impossible de dire à partir de ces deux empreintes si l'animal est bipède, quadrupède ou même pentapède. Si je devais me baser uniquement sur ce moulage, qui n'est pas très crédible, je ne croirais pas à l'existence de cet animal. Les empreintes ne semblent donc pas authentiques. Mais qu'en est-il de l'autre preuve, plus sensationnelle, la carcasse d'un soi-disant Chupacabra? Pour ceux qui croient à l'existence de la bête, ce squelette retrouvé en 2000 au plus fort des attaques au Nicaragua était très prometteur. Lorsqu'elle est apportée à l'université de León, l'équipe scientifique est impatiente de l'examiner. Le professeur Edmundo Torres, directeur de recherche adjoint, est chargé d'organiser l'autopsie. Nous étions très excités par la possibilité qu'il puisse s'agir d'une nouvelle espèce. La carcasse a été apportée par Talavera, un fermier. Il a abattu l'animal lorsque celui-ci s'en était pris à un de ses moutons. Dès le départ, les scientifiques pensent voir à quoi ils ont affaire. Mais ils travaillent tout de même sur la carcasse pendant 2 jours afin d'écarter toute possibilité d'erreur. Ils reconstituent le squelette et mesurent la structure osseuse en détail. Nous avons mesuré la colonne vertébrale, la queue, la région pelvienne et la région thoracique. Les scientifiques procèdent par déduction. Les poils et les glandes mammaires leur permettent d'établir qu'il s'agit d'un mammifère. La dentition est serrée et bien implantée. La gueule ne semble pas du tout adaptée pour sucer du sang. Les scientifiques comparent ensuite ce crâne avec celui de l'animal auquel ils ont pensé dès le début, Canis familiaris. Comme vous pouvez le voir, un crâne de chien a exactement la même apparence que celui de l'animal qui nous a été apporté. Donc la conclusion était simple. Cet animal était un chien ordinaire. L'université organise immédiatement une conférence de presse, dans l'espoir de calmer les craintes de la population. Mais ils sont confrontés à des réactions hostiles. Nous avons entendu des gens dans le public nous huer et nous insulter. Certains pensaient même qu'on avait échangé l'animal. Les gens se sont sentis trahis lorsqu'ils ont réalisé que ce soi-disant Chupacabra était juste un chien. L'hostilité est telle que certains scientifiques craignent pour leur vie. Disons que je préfère éviter la région où le Chupacabra a été retrouvé, parce que les gens qui vivent là-bas sont lourdement armés.
Un des éléments qu'il faut prendre en compte, c'est que les gens préfèrent rejeter la responsabilité sur le chupacabra. Si je suis éleveur et que quelque chose attaque mon bétail, je peux dire « Oh, c'est le chupacabra, je ne peux rien y faire ». Sinon, il faut que je détermine si c'est une maladie, des chiens sauvages ou d'autres prédateurs. Dans un cas tel que celui du chupacabra, même si c'est très divertissant, le problème est que les gens risquent de confondre la réalité et la fiction. Une explication qui n'en est pas une est dangereuse parce qu'elle cache la vérité. Or, il y a peut-être une bonne raison. Un virus, une bactérie qui affecte ces animaux. Il faut accepter que des bêtes apparemment en bonne santé peuvent mourir à tout moment de maladies, d'empoisonnement ou suite à une attaque de prédateurs. Mais c'est une réalité que beaucoup sont prompts à oublier lorsque des rumeurs sur une créature mystérieuse commencent à circuler. Au Nicaragua, personne n'avait envie d'entendre que la carcasse retrouvée était simplement celle d'un chien. À Porto Rico, David Morales a été confronté au même type de réaction. Le vétérinaire du ministère de l'Agriculture a en effet examiné plus de 300 cadavres. Mais la presse et les propriétaires des animaux n'ont pas voulu entendre ses conclusions. Toutes les autopsies qu'il a pratiquées ont pourtant indiqué que les animaux avaient été victimes d'un prédateur comme un singe ou un gros chat. Ils avaient tous des fractures et des plaies perforantes, et leur corps était disloqué, comme si un animal féroce les avait attaqués. Féroce, mais pas surnaturel. Pour David Morales, il s'agissait probablement de chiens ou de ces macaques rhésus échappés de laboratoire dans les années 80. En définitive, les théories qui invoquent le paranormal ou le surnaturel soulèvent aussi une question à laquelle il est difficile de répondre. Pourquoi une race extraterrestre, intelligente et puissante, parcourrait-elle des millions de kilomètres pour s'attaquer de façon aussi absurde à du bétail ? Ils ont une technologie bien plus avancée que la nôtre, puisque nous avons à peine pu aller jusqu'à la Lune. Alors, vous vous imaginez ces gens qui viennent de très loin juste pour faire peur à des fermiers? Ça n'a aucun sens. J'imagine que des extraterrestres iraient plutôt se poser devant la Maison Blanche en disant « Nous voilà ». Les sceptiques estiment par ailleurs que de nombreuses autres questions restent en suspens. Pourquoi le phénomène et la description de la créature elle-même varient-ils en fonction de l'endroit? Et pourquoi le chupacabra s'est-il toujours contenté de s'attaquer aux animaux? C'est presque comme si le chupacabra savait qu'il vaut mieux rester discret en évitant les enquêtes pour homicide. Plus insaisissable que le Yéti et plus mystérieux que le monstre du Loch Ness, le chupacabra a déclenché un débat tout aussi passionné. Pour moi, ce qui s'est passé à Porto Rico de 1994 à 1996, c'était de l'hystérie collective. Quelqu'un a inventé le nom chupacabra et à partir de là, n'importe quel animal mort, c'était l'œuvre du chupacabra. Aucun animal d'ici ne peut faire ce qu'il a fait. Pour moi, ça reste un phénomène inexpliqué. Quand on croit très fort à quelque chose, ça devient réel dans notre esprit. Moi, je n'ai jamais été du genre à y croire. Poser mutilation animale, eh bien, pas besoin de créer un chupacabra. La science a déjà la réponse. J'espère qu'un jour, nous en capturerons un. Compte tenu des analyses scientifiques, ces morts inexpliquées d'animaux semblent donc avoir toujours eu des causes naturelles. Mais en tant que phénomène culturel, le chupacabra est certainement appelé à perdurer.